Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous mensuel. J'espère que vous avez apprécié le jeu de mots du titre qui ne parle sans doute pas à une génération née dans les années 70. Et tant mieux après tout. En général, la simple prononciation du mot blockchain, si ce n'est dans le contexte d'une foire techno ou de l'industrie de la fintech, peut couper court à la conversation, voire faire fuir votre auditoire. La blockchain, écrit la chercheuse Rachel O'Dwyer, est assez technique pour être très ennuyeuse et banale, d'une part, tout en étant assez vague et fantastique pour déchaîner des imaginaires les plus farfelus, comme une blockchain pour le consentement sexuel ou pour s'échanger des images de chats virtuels. On va quand même essayer de relever ce défi et de tenter de rendre plus familière cette technologie et ses enjeux qui dépassent de loin les simples applications monétaires, avec une série de rendez-vous qui débutent donc aujourd'hui et qui auront lieu tous les mois jusqu'en juin 2019. Donc l'idée est d'apprendre ensemble et à petits pas comment tout ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à poser des questions, mais de préférence en fin de séance. Voilà. Donc notez-les sur vos petits cahiers. Donc l'objectif est également de diversifier les points de vue en rassemblant des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes et des activistes pour explorer les potentiels et les écueils de la blockchain, mais aussi pour déconstruire certains mythes qui l'entourent. Donc comme toute technologie nouvelle, elle a tendance à amplifier les valeurs et les intérêts de ceux qui la construisent et qui l'utilisent. Et des mots comme ouvert, libre, consensus, distribué n'ont pas la même signification selon qu'on soit un artiste, un activiste, un entrepreneur ou un ingénieur. Donc d'où la volonté de ce cycle aussi de faire entendre des voix divergentes. La gaieté lyrique étant un lieu culturel, l'objectif est aussi de faire découvrir la créativité que génère la blockchain, quel rôle les artistes peuvent-ils jouer pour façonner et influencer les infrastructures. Donc la blockchain fait l'objet d'un engouement rarement vu depuis l'arrivée du web. Comment expliquer les attentes qu'elle suscite, ou pour le dire autrement, à la manière de la Silicon Valley qui a cette fâcheuse tendance à penser pouvoir régler des problèmes sociaux et politiques à l'aide de développements purement techniques. Si la blockchain est la solution, quel est le problème ? Et là, je reprends lâchement l'intitulé d'un cours de Rachid Gueraoui, donc professeur fraîchement élu de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France. Donc, quels sont ces problèmes ? La création de la blockchain est née il y a 10 ans, était motivée par la crise financière de 2008 et la volonté de trouver un moyen de faire des transactions entre particuliers sans passer par des intermédiaires ou des banques. Elle s'accompagne aussi de l'idée que des infrastructures décentralisées allaient réussir là où le web avait devenu très centralisé avait échoué, et laisse aussi entrevoir des capacités d'auto-organisation dans un idéal d'émancipation. Donc toutes ces questions seront abordées progressivement dans des séances ultérieures. Aujourd'hui, nous vous proposons donc une introduction à l'histoire et au fonctionnement de la blockchain et des crypto-monnaies. Et je vais laisser Anthony Mazur, qui est maître de conférence en design à l'Université de Toulouse, Jaurès, avec qui nous coprogrammons ce cycle, détailler la séance et présenter ses invités dans un petit instant. Et Clémence Seurat, qui est l'autre coprogrammatrice, va vous présenter rapidement le site ressources qu'on a fait pour accompagner en fait ces séances. Et pour réviser pour la séance suivante. Donc, on va essayer de mettre des lexiques. Et je vais laisser Clémence vous présenter tout ça. N'oubliez pas de prendre votre petit flyer pour le détail des autres séances. Merci. Bonsoir, merci Marie. Bon, moi, ça va être une intervention très courte, mais effectivement, cette série d'événements, on l'a construit pas à pas, d'abord avec cette introduction, ensuite en allant vers différentes thématiques. Et donc, on s'est dit qu'il serait sûrement intéressant d'accompagner les événements, ce qu'on va vivre ensemble durant ces 8 mois, par un site internet qui, en fait, a plusieurs fonctions. Tout d'abord, donc là, vous voyez la home page, vous la voyez bien ? Ouais. La home page. Avec, effectivement, on retrouve le visuel qui a été fait par Maxime et Émilie, la présentation de notre cycle. Et ensuite, donc, on a 2 sections. On a une section programme qui va reprendre tous les événements de notre cycle. Donc là, il suffit de cliquer, par exemple, sur « Raconte-moi la blockchain ». Et on a donc la présentation avec des images, des ressources visuelles, les bios des intervenants.
Et ensuite, donc là, ça ne l'est pas encore, mais après cette séance, nous aurons également la captation vidéo qui permettra de revoir. Également un compte-rendu qui pourra prendre différentes formes, textuelles ou visuelles. Et donc là, j'aimerais remercier Elsa, Louise, Linous et Valentin, qui sont 4 étudiants du master ITN de Sciences Po et qui travaillent avec nous à la production de ressources et à la documentation du cycle. Donc, voilà pour la partie programme. Vous pouvez voir bien sûr toutes les séances y sont. Hein. Et ensuite, on a une section ressources. Pour le moment, bien sûr, là, c'est vraiment une V1 du site. Il vient d'être mis en ligne. On va bien sûr l'enrichir au fur et à mesure. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le site a été développé par Raphaël Bastide, qui est designer, développeur, artiste, qui travaille beaucoup à partir des crypto-monnaies et de la blockchain. Il sera d'ailleurs un des intervenants de la séance du mois de mars. Et donc, dans ces ressources, car ce qui nous semblait important, c'est qu'il y a peu de ressources qui existent en langue française sur le sujet de la blockchain, de la crypto-monnaie et des crypto-monnaies. Donc, on a voulu aussi pouvoir accompagner par un travail aussi de traduction de ce qui existe en langue anglaise principalement. Et donc, pour le moment, sont en ligne un lexique que vous voyez ici. Et il y a également une bibliographie. Ah non. Hop, voilà. Pardon. Une bibliographie. Après, il y aura aussi des petites notices qui pourront présenter chaque ouvrage. Pour le moment, on a juste mis les titres. Et je pense que c'est tout pour le site. Je vais laisser la parole à Anthony parce qu'on a une soirée et un programme assez chargé. Merci Clémence. Ce soir, donc, c'est une séance, quelque sorte d'introduction. Il y aura 2 séances d'introduction pour préciser les enjeux techniques. C'est important avant qu'on rentre dans des enjeux thématiques et plus spécialisés. Ce qui va par contre faire le lien entre toutes les séances, c'est l'ancrage dans les champs de l'art et du design. Je voulais insister là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on aura aujourd'hui Marine Semeria qui va ouvrir la séance et qui présentera un travail artistique, en tout cas une série de productions artistiques autour de notions de monnaie et de valeur. Nous aurons ensuite Rémi Sussan qui est journaliste, qui va parler des imaginaires du Bitcoin et de la blockchain, d'où ça vient historiquement, et comment ça s'ancre dans d'autres champs que peut-être uniquement la politique ou l'économie, à voir. Ensuite, nous aurons un designer, Thomas Thibault, qui du coup présentera une production qui s'appelle Blockchain Vessel, qui est sur la table basse à côté de moi, qui donc est un dispositif didactique qui permet d'expliquer en moins de 10 minutes, si tout va bien, les grands principes de la blockchain. Et nous conclurons la soirée avec Guillaume Melleux, qui est architecte et qui aura une intervention un petit peu plus longue pour du coup produire un ancrage didactique sur le fonctionnement du protocole Bitcoin et la blockchain, les deux étant quand même très liés historiquement, voire indissociables. Du coup, voilà, donc ça, ce sera quelque chose qui sera propre à toutes les séances, de panacher différents types d'intervenants et d'avoir à minima un designer ou un ou une artiste, mais souvent, il y en aura 2. Donc, vous avez tous les détails dans le cycle, et je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'on a un programme chargé, donc c'est Marine Semeria qui va commencer à intervenir. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors déjà, merci Anthony pour l'invitation et merci à la Gaieté Lyrique. Alors donc moi, je suis Marine Semeria. En fait, je suis artiste plasticienne et je vais vous présenter rapidement mon travail. Je suis diplômée en 2013 des Beaux-Arts de Toulouse et je travaille essentiellement depuis 2012 sur la monnaie et le capitalisme et tout ce qui va graviter autour, l'économie politique, la valeur, le travail. Voilà. Je vais commencer par vous montrer une vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Une vidéo que j'ai réalisée en 2016 qui s'appelle Bank of Lies. Et je vous laisse regarder et puis j'en parlerai après. Ma question. C'est-à-dire que quand nous, on vous prête. Voilà. Quand vous prêtez, en fait, l'argent que vous prêtez, vous le prenez d'où?
Odile? Là, la demoiselle vient de poser un quiz. Oula. Alors, d'où vient l'argent? C'est-à-dire que nous, d'où on tire cet argent pour vous prêter? Je vais appeler un ami pour ça. Ouais, ça vient de la BNP. Émilie, tu veux répondre? Non, mais elle demande d'où vient l'argent des crédits. Oui, c'est une école sur les questions qui exactement met à disposition les fonds. Nous, quand on fait un crédit, on achète l'argent sur les marchés financiers. Mais c'est le fonds que le BNP, à cause des investissements, et à cause des placements des clients. Donc, on n'emprunte pas à quelqu'un d'autre. De la même façon qu'un client particulier va solliciter sa banque pour faire un crédit et que vous allez payer ce crédit avec un taux d'intérêt à un certain coût, un pourcentage, là c'est pareil en fait, les banques vont se fournir, vont aller emprunter sur ce marché-là. Merci. Non, ceci. En fait, je le sais, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Parce que c'est un peu... C'est compliqué. Ouais. Et lui, il a dénoncé un peu pour les gens. Parfait. J'espère. Parfait. Nous, on achète déjà auprès de la Banque Centrale Européenne et après on se refinance dessus. C'est-à-dire? Alors, soit on en a avec l'épargne de nos clients, si vous voulez, à partir d'un moment, ça reste du virtuel. C'est pour ça qu'on a les ordinateurs maintenant, qui facilitent la chose. Avant les banques stockaient l'argent et prêtaient en liquide. Maintenant, c'est du virtuel. Donc, si on a assez d'épargne pour pouvoir prêter sans acheter, si vous voulez, il y a des taux qui sont plus bas. Okay. C'est-à-dire vous prenez sur l'épargne et vous redonnez à des gens? On ne leur prend pas. L'épargne, nous l'ont donnée, elle est à eux encore, s'ils veulent le retirer, à un moment donné, ils peuvent. Mais je ne sais pas comment être clair, quoi. C'est complexe comme truc un peu ça. De plein d'endroits. Où on a des fonds propres et c'est notre argent. Où on n'a pas les fonds à un instant T et donc on va sur les marchés financiers et on achète de l'argent. Donc à d'autres établissements, à la Banque Centrale Européenne, à qui on a. Quand j'ai quelqu'un qui me dépose 10 euros, je peux faire un crédit de 10 euros à une personne. En fait, c'est les dépôts, tous les dépôts qu'on reçoit, en fait, c'est un système national et on redistribue en fonction de ce qu'on reçoit. Par exemple, si vous devez prêter 100 000 euros, s'il y a 100 000 euros sur les comptes épargne et comptes courants, vous les prenez sur ces comptes et vous les... On ne les prend pas réellement, je sais pas comment... Oui, mais si on les pique pas au pliant, si vous voulez. Oui, mais si par exemple, imaginons il y a un compte qui est à 100 000 euros et quelqu'un qui veut faire un crédit de 100 000. Du coup, vous pouvez lui donner 100 000, mais la personne qui avait les 100 000 les aura plus. Mais si, elle les a toujours. Ah, mais du coup, ça fait 200 000 en tout. Je vous laisse voir avec votre tutrice alors. Vous voulez pas me répondre? C'est pas ça, c'est que j'ai pas le temps. Je pars en congé ce soir en plus. Pour 1 euro de dépôt, vous pouvez faire un crédit de combien? On doit avoir le ratio prudentiel au niveau BAL 3, on doit avoir tant de crédits pour tant de dépôts. D'accord? Donc après, c'est en fonction aujourd'hui, si vous avez besoin d'1 million, on fait 1 million. Vous voyez, c'est pas le souci. L'argent qu'il y a sur le marché, cet argent-là vient d'où? En fait, ma question c'est, en fait, comment est créée la monnaie finalement? Par la BPC, la banque. La BCE qui émet les billets, mais après. Pour moi, c'est les États qui mettent. Par un. Oui. C'est magique. Non, c'est pas magique. Ouais. Après, l'épargne. Nous, on se base d'épargne que les gens placent. Déjà, on peut se servir pour prêter déjà. Après, c'est le mécanisme qui crée l'argent. C'est Cro-Magnon qui a créé l'argent. Mais c'est l'argent que vous gagnez. En fait, c'est l'échange entre les pays, entre tout ça qui fait, qui crée une valeur, si vous voulez. 1 euro, il a une valeur d'aujourd'hui parce que c'est indexé sur un PIB, parce que ça donne effectivement cette notion de l'argent. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Je ne peux pas vous dire, moi. Là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous renseigner précisément. Comment ça fonctionne, là, le PIB?
pas moi, c'est pas vous. C'est la Banque Centrale Européenne. Ouais, il y a la Banque de France qui remplace des billets existants. Après, je ne saurais pas vous dire en tout le détail du système, honnêtement. On l'utilise, et les uns les autres, mais de rentrer à fond dans le système, je ne saurais pas vous dire. Ça se crée pas, c'est justement des écritures. L'argent est réellement là. L'argent a la valeur, l'or, tout ça, il appartient à la BNP Paribas, à la BNP et d'autres banques qui sont à la Banque de France. Si je fais un virement ou un chèque, c'est de l'écriture, mais, Oui, c'est des écritures, mais je peux mais payer, donc c'est de la monnaie. Mais non, c'est des écritures. C'est les banques. C'est le marché interbancaire qui fait que la monnaie se crée et se détruit. Donc C'est de la monnaie fictive, c'est pas vraiment... Voilà. Du coup, la monnaie scripturale, c'est de la monnaie fictive. Mais quand je paye par virement, je paye avec de la monnaie scripturale et pourtant je... Oui. Et c'est pas de l'argent, c'est pas palpable. Ouais. Vous les gardez les remboursements? Ils deviennent quoi les remboursements du coup? Mais ça rembourse le prêt que la personne a fait. Bon, maintenant, c'est vrai que l'émission monétaire, la création monétaire, c'est au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et en fait, la création de la monnaie, ça vient sur des, c'est des grands agrégats donc d'économie en fait. Et la création de la monnaie, ça se fait tout le temps quoi. Si vous voulez, je fais un prêt, je crée de la monnaie. Le fait de. Donc si je fais un crédit, c'est pas la banque qui me prête de l'argent, mais il y a une création de monnaie. Si, ça va être bien moi. Enfin, si vous faites un crédit, je vais vous prêter de l'argent. Donc c'est bien moi qui prête. Et indirectement, je vais créer de la monnaie. Si vous voulez un petit peu quoi. Et si vous prêtez, c'est que vous avez de l'argent. Et si vous la créez, c'est que vous l'avez pas. Alors. Dans votre phrase, j'ai pas compris. Alors c'est pas voilà. Nous on a voilà. Et la création monétaire, si vous voulez, nous on a le droit d'émettre de faire des prêts bien au-delà de nos fonds propres. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est vrai que la monnaie est créée par le crédit? Non, je suis désolé. Je vous laisse. Ok. En effet, quand je fais un crédit, je prête 1 million d'euros à ces gens. Je vais créer, je fais une sorte de création de monnaie. Quoi. Dans notre bilan banque, on va avoir une case de plus, une ligne de plus à notre actif. Que c'est un actif, c'est une dette qu'on a vers notre client, une dette envers nous, donc pour nous c'est un actif. Et on va créer comme ça, on va lui mettre à disposition 1 million d'euros. Mais bon, je ne les sors pas, en fait, ils sortent informatiquement. Quoi. L'un des principaux créateurs de la monnaie, c'est les banques. Quoi. Alors après, vous entendez tout ce que vous voulez, on a une profession un petit peu fustigée en ce moment. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, bon courage. Merci de même, au revoir. Merci pour votre temps. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà pour la vidéo. Alors, du coup, moi, j'ai commencé à travailler sur la monnaie avec une autre pièce, qui est celle-ci, que j'ai réalisée en 2012, qui s'appelle 500 €, où là, j'avais une méconnaissance complète de la monnaie. Et d'ailleurs, avec la vidéo qu'on vient de voir, c'est là où j'ai compris qu'en fait, la méconnaissance, elle ne venait pas que de moi, mais elle était diffuse et qu'elle appartenait à tout le monde, même aux banquiers, quoi. Je pensais qu'au moins les banquiers connaissaient leur métier, connaissaient la monnaie, mais non. Et donc voilà, je reprends sur 500 €. Donc ça, en fait, c'est 50 000 pièces d'un centime. Donc c'est 500 € en pièces d'un centime. Donc en fait, j'ai respecté les proportions du billet de 500 €. Et donc là, je me suis intéressée à la notion de valeur. Et c'était vraiment dans un rapport d'équivalence. Bon, pour moi, à cette époque-là, c'était encore la monnaie, voilà, c'est des pièces, c'est du papier. Après, j'ai fait un second projet qui s'appelle Millionnaire, où en fait, je me suis encaissé un chèque d'1 million d'euros à moi-même. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, j'ai été créditée d'1 million d'euros. Donc j'ai été millionnaire, le projet s'appelle Millionnaire. Et 2 jours après, j'ai été débitée d'1 million d'euros. Je ne peux pas vous montrer les images parce que du coup, la banque n'a pas été très contente et je n'ai pas le droit de les diffuser. Et donc là, j'ai déjà commencé à faire la distinction entre monnaie fiduciaire et monnaie scripturale. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte au travers de mes lectures que donc, la monnaie en fait, qu'on utilisait était en fait une monnaie dette, c'est-à-dire que la monnaie est uniquement de la dette. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au fait de ces questions-là. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas vraiment, je vous laisse aller vous renseigner parce qu'on n'a pas énormément de temps.
Et petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher d'une nouvelle monnaie qui s'appelle la monnaie libre, qui a été créée à Toulouse assez récemment, qui utilise donc la technologie du blockchain. Et son principe, c'est qu'elle n'est donc pas créée par le crédit bancaire, parce qu'en fait, une monnaie qui est créée par le crédit bancaire, on la paye, puisqu'on la paye du coût de l'intérêt, ce qui fait notamment, entre autres, que la dette publique est irremboursable ou qu'on est obligé de croître. En tout cas, en tout cas, pour moi, dans mon esprit, l'idée, c'est que le type d'émission monétaire conditionne le type de société dans laquelle on vit, en l'occurrence une société capitaliste qui n'est qu'en recherche de profit, puisque pour rembourser les intérêts des crédits précédents, on est obligé de croître. Et donc on est obligé d'être dans une croissance économique incessante, et c'est ce qui peut aussi poser problème par exemple pour évidemment la distribution des richesses, pour l'écologie, et qu'on est effectivement dans un système complètement centralisé où c'est les banques qui mènent la danse. C'est Rothschild qui disait « Donne-moi le pouvoir de créer de la monnaie et je n'aurai plus besoin de savoir qui est élu. » Voilà, donc tout ça après a déclenché mon intérêt pour l'activisme et pour des questions comme la question démocratique, voilà, etc. Et donc je reviens sur la monnaie libre, qui est une monnaie en fait qui est non pas créée par le crédit, mais qui est créée par le vivant. C'est-à-dire que on part du principe que chaque individu est en capacité de produire des valeurs, que ce soit de la culture ou de la santé ou du service, voilà. Et que les personnes qui sont dans cette capacité, donc en l'occurrence ceux qu'aujourd'hui on appelle les profiteurs et qui sont souvent en fait juste des gens dépressifs ou handicapés ou qui n'ont pas en tout cas cette capacité de pouvoir créer des valeurs et créer de la richesse, se voient obligés d'être dans une demande de solidaire, donc voilà, ceux qui sont bénéficiaires du RSA et autres personnes qui du coup ne sont pas les vrais profiteurs évidemment, parce que les profiteurs sont ceux qui font du profit, donc tout le contraire, bon voilà. Et je ne vais pas trop m'égarer. Et du coup, donc la monnaie libre, donc elle est co-créée par l'ensemble des utilisateurs, c'est-à-dire que ce principe-là du vivant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le revenu universel, sauf que le revenu universel dont on entend parler, en fait, est financé par l'impôt, donc bon, ça va vite être mis de côté, je pense, d'un point de vue politique, puisque dès que c'est financé par l'impôt, on va parler encore des déficits budgétaires, et donc forcément on va se rapprocher de plus en plus vers l'austérité économique et donc de plus en plus vers les inégalités de richesse. Donc le revenu universel en fait ne serait pas financé par l'impôt, mais serait financé par le vivant, c'est-à-dire que chaque personne aurait une quantité de monnaie qui tomberait sur son compte en banque tous les mois. Et en fait, cette théorie de la monnaie ne serait plus quantitative, mais elle serait relative. C'est-à-dire que la quantité de monnaie ne dépendrait plus des crédits et des remboursements, mais dépendrait uniquement du nombre de personnes qui utilisent cette monnaie. Donc si on est 7 millions, il y a tant de monnaie. Si on est 4 milliards, pardon, on se compte en milliards, il y aurait tant de monnaie, etc. Et évidemment, l'inflation serait revue avec des formules mathématiques que je passerai, que d'ailleurs je ne maîtrise pas en plus. Donc voilà. Et cette monnaie libre, donc, si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est sur le site monnaie-libre-occitanie.org, puisqu'elle a été créée à Toulouse. Et il y a déjà plein de gens qui touchent cette monnaie, et il y a déjà un réseau qui existe, et voilà, des gens qui acceptent cette monnaie. Et voilà. Donc moi, dans cette idée-là, je ne sais pas trop encore, si j'ai encore un peu de temps, ça va, bof. J'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle le Geconomicus, qui se jouait avec des cailloux et des cartes à jouer classiques, qui montrait en fait, qui permettait de simuler en fait des échanges économiques sur une vie, et avec deux types de monnaie, la monnaie dette et la monnaie libre. Et on se rendait compte rapidement, quand on faisait le bilan des deux parties, c'était comme deux parties de Monopoly, quoi, si vous voulez, mais avec deux types de monnaie, deux types d'émissions monétaires différentes, qu'avec la monnaie dette, on arrivait très vite à des inégalités de richesse et à beaucoup de stress dans la vie, parce qu'il fallait vite subvenir à ses besoins, etc. Alors qu'avec une monnaie libre,
décentralisé, co-créé, on arrivait à avoir des échanges beaucoup plus sains et être moins stressé et à jouer beaucoup plus calmement. Ça criait beaucoup moins, etc. Donc ce jeu Geconomicus était très intéressant. Le truc, c'est qu'il était très difficile à jouer parce que pas du tout didactique, pas du tout intéressant. Donc on l'a amélioré avec des amis graphistes et on en a fait une partie avec des règles qu'on a tenté d'améliorer. Voilà, donc ça s'intitulait Samsara. Voilà, peut-être si le temps est écoulé, je peux m'arrêter là, sinon... Ouais, merci Marine. Je te signale plus qu'il y a beaucoup d'autres travaux autour de l'argent et de la monnaie sur ton site web. Vous avez l'URL sous les yeux, donc c'est parfait.